Alors, troisième groupe, attention là, hein. Vous êtes menacés là, hein. Oui, oui. Hein? Attention, hein. Vous allez gérer. Pendant que vous gérez, les autres sont en train d'avancer. Hein. Figaeng commence à distribuer, bénéficier de quelque. Allez-y. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres membres du groupe, mais par rapport à la tomate, moi je ne m'y connais pas personnellement et je n'ai pas de connaissances dans ce domaine. Et je ne sais pas si on en a des experts dans le groupe. Donc ça risque de prendre du temps, de faire des recherches et après de faire un business plan. C'est-à-dire, ce qu'il faut dans le groupe, il faut que vous partiez de l'idée. Maintenant, la tomate, eh bien, quelles sont les transformations? Est-ce que c'est à la tomate à l'état brut? Est-ce qu'il y a des transformations? Et si vous devez commercialiser, pensez quand même que c'est une denrée périssable. Et en principe, elle est utilisée à autre chose. Maintenant, si Seydou Nourou qui vous a proposé, ou Thierno Seydou qui vous a proposé, c'est déjà documenté pour savoir comment on fait, tant mieux. S'il y a quelqu'un dans le groupe qui peut apporter des contributions dans le process, pourquoi pas? Le groupe Seydou Nourou, en ce qui concerne la transformation, la mise en marché de ce produit, est-ce que vous avez des connaissances? Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Comment? Bonjour. C'est quelqu'un du groupe, ou bien? Oui, je voudrais proposer quelque chose d'autre concernant un peu l'éthique. Là, vous voulez proposer un autre projet. Oui, d'accord. Mais terminons sur ce projet. Adoptez-le ou rejetez-le. Et en ce moment-là, si vous êtes à la recherche d'un autre projet, au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez proposer. Qu'est-ce que... Oui, allez-y. C'est une contribution qui va un peu dans le même sens que ce que Aminata a dit. En fait, le fait que pour les autres projets, il y avait quand même une certaine base. C'est-à-dire que même si tout le monde n'est pas expert, au moins la personne qui a proposé a eu à faire un début de recherche en ce sens-là. Et je ne suis pas sûr que ce soit le cas pour nos compatriotes. Bon, peut-être je me trompe. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, c'est personnel, mais j'ai l'impression que ce sera un peu comme une réplique du deuxième projet. Et je crois que ce serait plus intéressant que les trois projets soient assez dissociés et que chaque projet ait un truc nouveau à apporter. D'accord. Est-ce qu'on peut considérer qu'au niveau du groupe, on n'a pas un consensus autour de cette idée de projet? Quels sont ceux qui sont contre l'idée de la tomate? Oui, bon, la majorité est vite atteinte, donc très bien. Alors, le groupe devra chercher un autre... Mais je continue mon propos. Hein. Si maintenant vous avez essayé de mûrir les idées de projet, je voudrais quand même avancer dans l'idée. Et quand j'aurai terminé, d'ici là, vous nous proposez une idée de projet. Hein. Si vous avez peut-être quelque chose sur l'éthique, c'est l'occasion ou jamais de le mûrir. Et quand on va terminer la présentation sur les idées, vous nous faites part, ou vous faites part au groupe donc, de votre idée de projet. On est d'accord? Donc, restez à l'affût de tout ce qui se passe au Sénégal ou ailleurs en matière de nouveaux produits, de nouveaux modes. Je crois qu'on y est parfaitement, hein, les nouvelles idées, les nouvelles tendances. L'opportunité pure. Bon, là, je pense que les 10 idées dont on a entendu parler, c'est des opportunités pures. Hein? Et donc, à ce niveau-là, on peut avancer de ce point de vue. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Donnez-lui le micro. C'est monsieur comment? C'est Diallo. Diallo, allez-y. Oui, c'est sur le slide précédent, quand vous avez demandé, oui, rester à l'affût de tout ce qui se passe au Sénégal. J'aimerais savoir comment on fait ça. C'est un état de veille. Regardez. C'est-à-dire les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, l'Internet, vous voyagez, vous regardez. Moi, je suis allé en Guinée. J'avais un problème au niveau de la jambe. Alors, j'avais un problème au niveau de la jambe, j'avais des plaques. Je vais à la pharmacie, et bon, je vais voir un dermatologue, et puis
d'abord, il fallait que je quitte donc, le lieu où j'étais, c'était à 400 km pour revenir à Conakry, aller à l'hôpital. Le dermatologue, on m'a donné une pharmacie, une liste de médicaments astronomiques, ça m'a coûté très cher. Et quand je suis revenu dans le coin où j'étais, il y a un vieux qui a regardé, qui m'a dit « Amga banane ». Va chercher de la banane, il y en a partout. Il applique. Il me dit « Lekkal banane ». Je mange la banane. Il prend la peau, les plus sûres. Il passe sur ma plaque. Premier jour, ça commence à se résorber. Le lendemain, ça a disparu. Jusqu'à présent. Il m'a dit, Amga banane. Donc ça, c'est rester à l'affût, c'est être curieux. Lire, regarder, demander, questionner, ceci et cela. Oui. Donnez-lui le micro. Monsieur Diouf. Hein? Donnez-lui le micro, monsieur Diallo. Il y a ce que les hommes de marketing appellent la veille. Hein? Donc c'est une veille, elle peut être technologique, elle peut être une veille sur le marché, mais c'est-à-dire c'est au moins les yeux, les oreilles, toute l'attention portée sur cette réalité-là pour saisir des opportunités. Allez-y, monsieur Diouf. Le micro, je ne sais pas, s'il ne marche pas, on change. Hein? Vous y arrivez? Bon, sur ce, j'ai une suggestion à faire au groupe 3. Je le suggère de faire des recherches sur le Moringa oleifera, appelé aussi l'arbre de vie. L'arbre de vie. L'arbre de vie, oui. D'accord. Je sais que les autres promotions, on a eu sur le Moringa. Hein? Bon, maintenant, ce ne serait pas original. Hein? Le Moringa est quand même connu. Aujourd'hui, oui, c'est un complément alimentaire hyper puissant. Il est plus que complément alimentaire. C'est ça, il est aussi utilisé dans la lutte contre les infections cutanées, le palu, c'est ça, les grippes, etc. Même les douleurs articulaires et tout ça. Je sais qu'on a eu une équipe, il y avait... Même si c'est connu aussi, c'est pas aussi... développé au Sénégal. Mais il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui exploitent aujourd'hui le moringa et qui même l'exportent. Hein. Je connais une fille de Kolda qui aujourd'hui, du fait du moringa, s'est installée aux États-Unis. Donc, elle faisait du fognon. Et on peut l'utiliser comme thé aussi. Mais c'est clair, elle est faite en infusette de thé. Okay. Mais aujourd'hui, les Américains l'ont agréé au niveau Food and Drug Administration, donc elle a l'autorisation d'exporter le moringa. Mais là, il y a un laboratoire qui s'est associé avec elle pour synthétiser, prendre les principes actifs. Donc je ne sais pas, bon, mais vous feriez dans le banal, hein, c'est un domaine connu. Hein. En bon sérère, vous devez quand même savoir que le moringa, c'est quelque chose... hein. Madame la Présidente, c'est vous qui bavardez. Donc c'est bon, restez à l'affût, c'est clair pour vous? D'accord. L'opportunité pure, je crois que j'en ai parlé. L'opportunité nouvelle, bon, par rapport à l'opportunité pure, je crois que ça se comprend. Hein? L'innovation pure aussi, créer un nouveau produit généralement à fort contenu technologique est un exercice. Là, c'est à fort contenu technologique. Hein. Il y a quand même une innovation du point de vue de la recherche technologique. Mais comme on vous dit, en général, les besoins de capitaux sont assez importants. Parfois, il faut breveter, il faut faire des études de marché, il faut faire des prototypes, il faut donc les faire valider. Les risques sont élevés, ben, en général aussi, la rentabilité est plus élevée. Protection de l'idée, vous savez aussi que si votre idée... Aujourd'hui, le Gabon a un problème avec donc, un laboratoire, je crois que c'est un laboratoire franco-américain ou quelque chose comme ça. Il y a une plante qui, semble-t-il, soignerait le cancer. Et ces gens-là sont venus au Gabon. C'est une plante qu'ils utilisent depuis des siècles. Ils ont fait des extraits et ils ont voulu les breveter
donc comme leur propriété, et pratiquement mettre les Gabonais devant le fait accompli. Bon, je crois que l'histoire est au niveau des tribunaux internationaux, mais vous savez qu'une idée, si vous ne la protégez pas, évidemment, elle ne vous appartient pas. Donc ça veut dire que d'autres peuvent faire la même chose. Bon, maintenant, dans certains domaines, quand il y a quand même un patrimoine culturel, aujourd'hui, faire des tisanes de Kenkeliba et considérer qu'on a inventé quelque chose comme diurétique, le Kenkeliba, c'est connu depuis des siècles. Hein, vous n'avez pas peut-être connu ça, mais à l'époque du temps colonial, quand vous alliez au dispensaire, c'est connu ça. Hein? Et c'était donc au dispensaire ou à l'hôpital qu'on vous disait ça. Hein? Donc aujourd'hui, le Nguer comme un antitussif, c'est connu. Il y a un monsieur qui était professeur de parasitologie, M. Pousset, malheureusement il est décédé. Il a fait un sirop à base de Nguer et qu'il a vendu un peu partout en Afrique. Hein, et donc il avait aussi gagné beaucoup d'argent. Mais on ne peut pas quand même lui donner l'exclusivité puisque ce n'est pas sa création, c'est un patrimoine culturel. Donc je crois qu'il est important de savoir aussi protéger ses idées. Alors, l'exercice auquel vous allez vous livrer, c'est justement définir et valider son idée. Hein? C'est donc, pour passer à un projet réaliste, la première chose à faire, c'est de définir. Que voulons-nous faire? C'est-à-dire, se forcer à résumer en quelques lignes précises, concises et fortes, cerner les différents aspects en évoquant, définir les caractéristiques du produit, du service envisagé, son utilité, son usage, les performances prévues. Définir les grands principes de fonctionnement de l'entreprise à créer, identifier les moins, faiblesses, lacunes du produit, du service proposé, identifier les plus, caractères novateurs spécifiques et ses avantages. Donc là, le travail que vous allez faire, c'est un travail maintenant pour mieux cerner votre idée de projet. Projet personnel, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais ici, vous êtes dans une dynamique de groupe. C'est sûr que les défauts et les qualités des membres du groupe vont déteindre sur le projet. Mais quand on parle de projet personnel, c'est qu'en général, vous devez organiser l'harmonie de votre profil, ce que vous savez faire, ce que vous ne savez pas faire, vos aptitudes, votre capacité à entrer en relation avec les gens, votre amour du travail. Il faut donc les harmoniser avec le projet. Un projet a des exigences. Est-ce que vous êtes en mesure par rapport au profil que vous avez, donc c'est en termes de savoir-faire, en termes de ressources financières, et en termes de ressources techniques. Donc il y a un screening qu'il faut faire. Quelles sont les exigences du projet? Est-ce que moi, je peux répondre aux exigences du projet? Si on est dans un groupe, quelles sont les exigences du projet? Est-ce que dans le groupe, on peut trouver des réponses? Est-ce que c'est clair ça? C'est quelque chose de fondamental. Quand vous faites un projet, essayez quand même d'en savoir un peu plus que les autres pour pouvoir répondre aux exigences du projet. Bilan personnel, donc vous faites votre bilan personnel. Quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, quelles sont mes contraintes, objectifs personnels, quelles compétences, aptitudes pour mener à bien le projet. Bon, les contraintes, pourrais-je dégager suffisamment de temps pour étudier et préparer correctement mon projet? Mon entourage adhère-t-il au projet? Mes charges familiales sont-elles compatibles avec le projet? Mon apport financier suffisant est-il suffisant pour chercher les financements? L'entreprise pourra-t-elle générer en temps voulu le revenu minimum vital? Ah, il faut que la marmite boue. Hein. Donc pendant que vous êtes en train de faire votre projet, il faut aussi trouver les moyens de vivre. Est-ce que c'est à partir d'activités secondaires? Il arrive souvent, bon, ceux d'entre vous qui veulent faire le métier comme le mien, le métier de consultant, bon, en général, en attendant que le cabinet soit connu, il y a beaucoup d'activités de recherche ou même d'enseignement. Hein? L'activité d'enseignement dans un cabinet de consultation, ça permet quand même, dans certains cas, au moins,
de faire en sorte que vous ayez un minimum vital. En attendant, parce que le cabinet, il faut qu'il soit connu. Il faut que les gens y attachent au moins un espace de compétence. Mais aussi, dites-vous une chose, vous êtes compétent, vous êtes installé, ça ne suffit pas pour vous faire recruter comme expert. La relation de confiance, mais le réseau relationnel et aussi le système d'information. Ça, c'est fondamental quand vous êtes dans le domaine des services. Les revenus souhaités sont-ils réalistes par rapport aux potentialités de l'affaire? Ma santé est-elle compatible avec les exigences du projet? Les motivations et objectifs personnels, répondre en toute conscience pourquoi est-ce que je souhaite créer? Quelles sont mes motivations? Est-ce que c'est pour résoudre un problème personnel? Est-ce que c'est par goût des responsabilités? Est-ce que c'est pour vivre un partenariat? Pour développer une entreprise et en faire à terme une entreprise importante? Pour mettre en pratique une idée qui obsède depuis un certain temps? Pour acquérir une indépendance? Donc c'est autant de questions pour atteindre une certaine position sociale, pour exploiter un savoir-faire, pour concrétiser un rêve, une passion, pour me réaliser, changer de vie. Serais-je prêt à accepter un changement brutal d'environnement, de rythme? Pour disposer d'un revenu immédiat, pour exploiter une opportunité, pour augmenter mes revenus et mon patrimoine. Deux types de motivation. Motivation gage de succès, il s'agit de motifs impérieux pour lesquels on est prêt à tous les sacrifices. Donc si vous êtes vraiment motivé, je suis prêt. Hein? Ou alors motivation source d'échec, elle pousse à monter l'entreprise quoi qu'il arrive, sans tenir compte de la réalité. Les compétences, je crois qu'il est important aussi. Un porteur de projet doit posséder une personnalité. Donc là, il faut que dont les traits les plus marquants seront ou non adaptés aux qualités qu'il est nécessaire de posséder. Mais aussi un potentiel, c'est-à-dire une capacité personnelle d'action, de résistance physique, de solidité psychologique. Ça, c'est souvent nécessaire par rapport au stress. D'entre-gens, c'est une facilité relationnelle. De débrouillardise, il en faut de temps en temps. De capacité à rebondir. De connaissances et de compétences, ça c'est normal, et d'expérience aussi dans le secteur qui est visé. L'analyse des contraintes du projet, bon, il est important aussi, dans votre démarche, vous allez devoir justement, quelles sont les contraintes du produit ou de la prestation. Le marché, vous allez chercher à le connaître et essayer donc au moins d'en cerner les contours. Toujours l'analyse des contraintes du projet, quels sont les moyens à mettre en œuvre, quelle est la législation qui s'applique. On va parler de normes de sécurité. Parfois, dans certains domaines, il y a nécessairement des agréments ou des autorisations qu'il faut obtenir. La cohérence homme-projet, c'est ce que je vous disais. Les écarts entre le temps, l'organisation, les compétences nécessaires au projet et les atouts de compétences personnelles vont permettre de prendre une décision, passer à une seconde phase. Soit monter le projet d'entreprise, soit renoncer à un projet qui présente trop de risques, soit différer le projet pour trouver un complément de temps, de ressources financières ou de formation. Là, la cohérence amène à se dire quel est le bon moment pour continuer ou pour différer. Cohérence homme-projet toujours, il y a parfois des actions de correction qu'on va entreprendre parce que, à force de s'investir, donc, on a justement senti le besoin donc, de corriger certaines choses. Maintenant, quelle est votre disponibilité? Si vous êtes employé quelque part, comment vous allez faire? Hein? Donc, certains demandent le congé, certains mènent les deux de pair, certains recrutent une personne pour conduire le projet pendant qu'elles sont en activité. Il y a aussi besoin de compléter les ressources financières et parfois aussi d'accroître ses compétences. Je crois que voilà donc en ce qui concerne l'idée, donc jusqu'à la cohérence homme-projet. Donc du point de vue de la présentation théorique, j'en ai terminé ce matin. Demain, je poursuis pour couvrir la partie donc marketing, la partie financière,
structuration du financement, la partie rentabilité, pour arriver maintenant à un modèle de business plan que je vais commenter donc mercredi. Et je crois qu'il y a lieu déjà peut-être d'avancer dans vos projets. Hein? Donc le troisième groupe, est-ce que vous êtes entendu sur une idée de projet? Qui est votre président ou présidente? D'accord. Et quelle est l'idée de projet? Donc l'idée de projet que nous avons retenue, c'est la production de charbon à base de feuilles d'arbre mort. Donc on va produire du charbon avec des feuilles d'arbre et on peut faire du compostage aussi. Et on a décidé aussi de faire du biogaz en même temps. Du Biogaz. biogaz. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a dans le groupe des gens qui maîtrisent ces process techniques? Comment on prend des feuilles? Donc, ce que j'ai compris, c'est que c'est des résidus de plantes que vous allez transformer en charbon. Oui, exactement. Ensuite, le biogaz. On peut aussi transformer ces mêmes résidus de plantes en biogaz et aussi en compost. D'accord. Pour l'amendement des sols. Quels sont les experts du groupe qui s'y connaissent? Comment on fait? Je crois que dans la devanture ici, on a... Ah, vous n'avez pas le droit de croire. Et j'ai fait aussi mon mémoire sur la production de charbon. Ah, donc dites-nous que je suis sûr, dites je suis sûr que... Voilà. Mais je crois que ça, c'est pour les amateurs. Hein? Donc vous avez fait votre thèse sur le mémoire, votre mémoire sur donc, la production de charbon à base de résidus. Oui. Et comment on fait alors? Vous pouvez nous expliquer à peu près ce que vous faites? En général, je collecte les feuilles d'arbre et ensuite je les fais sécher. On a un séchoir solaire au centre où je fais mes études. Donc vous devez avoir dans le groupe un séchoir solaire. Oui. On peut D'accord. sécher aussi à l'air libre. On peut sécher à l'air libre. Quelle est la différence? On gagne du temps ou bien? On gagne du temps et D'accord. la qualité du séchage aussi. D'accord. Ensuite? Ensuite, on fait carboniser. On a un four qu'on a confectionné artisanalement. Vous savez confectionner un four artisanal? J'ai regardé à l'atelier. Regardez, non, ça ne suffit pas. Et Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait faire un four artisanal? Non, je sais faire ça. J'ai Vous savez le à faire? à collecter le matériel. D'accord. Donc, à partir de ça, vous faites carboniser dans votre four. Oui. Et pour obtenir, vous prenez des feuilles, vous carbonisez et puis? Et puis après, on cherche des S'il cols. vous plaît. On peut avoir des cols naturels comme les gommes. Ah, il faut un liant, Un liant. donc, qui va aider à chose. Oui. D'accord. Et vous allez trouver quoi? Quel colle alors? On peut trouver le dakandé, ce qu'on appelle gomme à Big Shop. Il y a l'amidon, il y a aussi des argiles, il y a la farine, les rebuts de farine, les déchets de farine. Ça aussi, on peut utiliser ça comme colle. Bon, il y a beaucoup d'autres éléments à étudier. D'accord. Donc, il vous faut récolter combien de feuilles ou de kilos de feuilles qui séchées perdent certainement en poids? Exact. Et combien ça va vous donner en charbon? Bon, actuellement, j'en suis à des tests. Je collecte par 2 kilos, 5 kilos. Quand vous collectez 2 kilos séchés, ça vous amène à quoi? Vous avez quelle perte de poids? Bon, on peut avoir jusqu'à 30% de perte. parce 30% de perte. que les feuilles sont en quelque sorte déjà séchées sous l'arbre. Un peu séchées. D'accord. Vous perdez donc 30%. Oui, à peu près. Hein? Quand vous avez donc 2 kilos, vous perdez 600 grammes. Il vous reste 1 kg 400 grammes. Et donc ça, c'est ce que vous mettez dans le four. Oui, non, quand je carbonise 2 kilos par exemple, je peux avoir 1,5 kg. Parce que le four... Mais attendez, avant de mettre dans le four, vous ajoutez le liant quand même, ou bien? Non. Le liant, c'est après. C'est après, oui. Après carbonisation. On peut faire de plusieurs manières. On peut faire après carbonisation comme on peut faire avant carbonisation. Mais quelle est la démarche la plus avantageuse alors? Où est-ce qu'on a un meilleur résultat? Celle que j'utilise actuellement, c'est avant carbonisation. En fait, c'est un domaine où il y a beaucoup de recherches à faire.
Donc j'en suis à un stade et je compte continuer, Inch'Allah. D'accord. Donc vous avez 1 kg 400 grammes de feuilles séchées et ça vous donne 1 kg 500, vous dites, de charbon, ou bien? Non, je dis que par exemple, si je prends 2 kg de feuilles séchées, que je carbonise, je peux avoir 1 kg 500, 1 kg 400. On a un bon rendement en tout cas, parce que le four est adapté pour avoir de bons rendements. Oui, mais pour avoir 2 kg séchés, il faut ajouter 30% pour obtenir les 2 kg. Oui, Quand vous obtenez, donc si vous avez, il vous faut 2 kg 600 grammes oui, pour arriver à 2 kg, et sur ces 2 kg, vous avez 1 kg 500. Maintenant, en termes de prix, par rapport au charbon classique, comment vous allez vous situer? bon, en général, la matière première, on l'a gratuitement, on collecte. Bon, on est en train de voir dans la deuxième phase du projet comment utiliser des matériaux locaux comme liant qu'on va collecter dans la nature. Et tout ça, normalement, ça va nous revenir à 0 francs, à moins de payer ceux qui vont collecter. Il y a le four quand même. Oui. Il y a aussi le liant. Le liant, il n'est pas gratuit, ou bien? On peut l'avoir gratuitement. Tout dépend D'accord. de l'étude qu'on va faire de son enfant. Quand vous allez passer à l'échelle donc de projet, Oui, il vous faudra recruter des gens pour collecter les plantes, ou bien? exactement, oui. D'accord. On peut travailler aussi avec les fermes agricoles, car les fientes de poulet aussi peuvent être utilisées pour la carbonisation. On peut l'utiliser pour faire du charbon, la bouse de vache, tout ça. On prend les fientes de poulet ou la bouse de vache, on les transforme comment? On fait le même processus. Ah, c'est le même On les processus. sèche, on fait la carbonisation. D'accord. Donc là, il vous faudra aller collecter aussi les fientes de poulet ou alors... Ou installer une unité de production, faire les formations pour les fermes. Unité de production, ça veut dire quoi? On va leur installer un four. Installer au niveau des fermes un four. Mais je veux dire, ça veut dire qu'on leur offre la possibilité de valoriser davantage les fientes pour ne pas, au lieu de les vendre, parce qu'actuellement on les vend, hein, vous savez quand même. On les vend même comme engrais naturel. Oui. Bon. Maintenant, vous proposez aux gens de leur ajouter dans le process un process additif. Pourquoi pas? Oui. Ensuite, avec le charbon, bon, actuellement au Sénégal, on en fait une seule utilisation, c'est-à-dire on cuisine avec. Mais on peut l'utiliser, on peut l'activer et l'utiliser pour l'épuration de l'eau. On peut aussi l'utiliser comme pâte dentifrice. Et j'en ai vu en tout cas beaucoup de produits qu'on peut en faire. Il suffit de faire de la recherche dessus. On va utiliser le charbon comme pâte dentifrice. Oui. Vous avez déjà Blanchir fait ça? les dents. Non, Hein? pas encore. Mais je Donc, compte m'y lancer. vous voulez nous prendre comme des cobayes? Et donc, on va s'enduire les dents de charbon Ça blanchit les à dents. à nos risques et périls. Hein? Ça blanchit les dents. Elle dit qu'elle n'a jamais essayé. Vous avez déjà essayé? Vous avez vu ça au niveau de YouTube? Vous avez essayé? Comment vous avez fait? On va essayer de broyer le charbon. On ne va pas essayer. Dites. Oui, on va broyer le charbon. Oui. Oui. Ce que j'ai fait, j'ai mis un peu de sel et j'ai passé par les dents, j'ai mis dans le blanc. Vous aviez faim, vous avez mis un peu. Vous vous nourrissez de charbon et de sel. Ouais, c'est ça mon expérience. Et puis, est-ce que ça a ajouté un plus blancheur sur vos dents? Oui. Et gratuitement. Gratuit. Oui, Amédée, donnez-lui le micro. Amédée, vous n'êtes pas du groupe, hein, ou bien? D'accord. Je trouve que l'idée elle est pertinente et ça tend vers l'écologie. Mais moi, la question que je voulais, attention aussi à ne pas en abuser, à ne pas entrer dans notre terrain, donc nous producteurs, à ne pas toucher aux plantes à ne pas toucher aux plantes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, il faudrait que vous Ici, limitez. on parle de résidus. Voilà, Donc, résidus. en principe, on ne va pas arracher les plantes des producteurs. Hein? Voilà. Donc, une question que je voudrais
la poser, c'est-à-dire, est-ce que vous vous êtes intéressé au type de feuilles qu'il faut utiliser? Parce que les plantes ne sont pas les mêmes. Donc, les feuilles aussi n'ont pas les mêmes qualités. Donc, quelles sont les feuilles, voilà, qui seront qui sont les prioritaires? D'accord. Quel type de plante vous allez utiliser? Est-ce que vous prenez du tout venant ou est-ce que vous avez une priorité, Madame Sarr? Pour le mémoire, j'ai travaillé sur les feuilles de mangue. Les feuilles de manguier. Vous avez fait vos études, vos enquêtes où? Vos recherches où? Sur quel terrain? J'ai fait ça au Centre d'études et de recherche sur les énergies renouvelables. Et qui est à Dakar? Oui. Et vous ramassiez des feuilles de mangue? Oui. À Dakar, il y a beaucoup de manguiers, suffisamment de manguiers pour que vous en ramassiez. Vous n'êtes pas allé du côté de Tivaouane ou quelque chose comme ça? Non. À Dakar, dans les maisons, il y a des centres aussi. Comme le centre où je suis, il y a beaucoup de manguiers. Pour faire votre thèse, vous avez collecté combien de kilos de plantes? Je n'ai pas beaucoup collecté, franchement. Peut-être 10. Bon, en fait, c'était juste des petits tests, donc je n'avais pas besoin de beaucoup. Donc vous avez, en fait, c'est vous qui avez choisi la mangue ou est-ce que, peu importe la variété de plantes, l'essentiel c'était d'appliquer le process? Qu'est-ce que c'est? En général, c'est les plantes où il y a la lignine. La lignine, en fait, ça permet de... C'est la rigidité, en fait. Dans le bois, la rigidité du bois, c'est dû à la lignine. Donc, on essaie de voir les plantes qui sont riches en lignine et on les utilise. Et ceux qui ont peu d'humidité. En général, on a des 10% d'humidité, donc pour réduire le temps de séchage et le temps de production. Donc, on essaie de faire des tests parce que tout dépend de la personne. C'est elle qui choisit les arbres, qui fait les tests. Tout n'est pas fait. Comme je dis, la recherche dans ce domaine est très ouverte. D'accord. Et quelles sont les plantes autres que la mangue qui ont justement cette teneur en lignine? Bon, j'ai utilisé aussi l'eucalyptus. L'eucalyptus? Oui. Pour les tests de lignine aussi, je dois les faire au niveau du laboratoire. Il faut que je travaille sur ça aussi. Il y a beaucoup de domaines à faire, de travail à faire dans le domaine. On peut choisir en fait. J'ai vu beaucoup de plantes. Il y en a qui ont travaillé sur l'anacardium. Il y en a qui travaillent sur la balle de riz. Donc, la balle de riz. Ah, d'accord, oui. C'est très Maintenant, large comme domaine. attendez. Dans la vallée du fleuve, Exactement, il y a le Tifa. Il y a eu quand même des travaux assez intéressants sur le Tifa. Et comme c'est une plante en plus qui fait beaucoup de dégâts, est-ce que vous avez connaissance des travaux qui ont été faits dans ce domaine-là? Oui, j'ai lu des documents sur le Tifa. D'accord, donc disons que le projet pourra être élargi aussi aux autres expériences qui ont été faites en ce qui concerne justement la fabrication de charbon, choses. Le Tifa, il y a même des Italiens qui l'exportent sur l'Italie pour donc le confort. En fait, c'est un système d'isolation par rapport à l'hiver. Et bon, il y a aussi des gens qui l'utilisent pour l'ameublement parce que c'est ce que les Wallo utilisent pour faire leur amsit. Et donc, les gens ont pris l'habitude de l'utiliser pour des décorations et tout ça. Une dame qui l'a expérimenté en Saint-Louis, donc elle a utilisé le Tifa, donc en imitant le processus du papyrus égyptien pour faire le papyrus. Et les artistes peintres utilisent pour faire le tableau. Ça aussi, c'est une possibilité. Donc cette dame-là, il faudra que vous achetiez quand même ses droits si vous voulez utiliser les résultats de ces recherches. Par contre, par rapport à l'idée là, donc moi j'ai pensé peut-être avoir de l'argent à deux niveaux. Donc quand tu as parlé de plantes ligneuses, donc riches en lignine, donc on peut diversifier donc en amont. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'entretien de leur espace vert, tel que le travail des paysagistes. Donc on peut se venir proposer ce service-là, se faire payer, ensuite utiliser le résidu pour faire notre charbon en même temps et aussi vendre ce charbon. Donc on gagne de l'argent deux fois, en même temps diversifié. Parce que si tu regardes la banlieue, les zones inondables, il y a beaucoup de plantes envahissantes. Même le Tifa apparaît quelquefois. Donc on peut proposer un service aux communes
nettoyer les zones, gagner de l'argent, utiliser le produit fini et faire du charbon. C'est vrai qu'à l'approche de l'hivernage, souvent on fait élaguer les arbres. Et donc vous pouvez avoir même du bois et des feuilles, et ensuite vous avez rendu un service à la nation. Et en plus de ça, vous voulez vous faire payer. Quand le président de la République va faire ses cleaning day, vous allez récupérer aussi, et puis après vous direz au nom de la République. C'est une façon intelligente de faire. Mariem, alors. Bonjour. J'avais une question à poser à Madame Sarr. Je pense que ça va dans le même siège. J'ai entendu dire que l'enveloppe de l'arachide pouvait servir de charbon après transformation. Ça a suscité ma curiosité. J'aimerais savoir si d'abord c'est possible et quel sera le processus de transformation. Est-ce que les coques d'arachide donc peuvent servir aussi de combustible? Oui, vous voulez répondre? Donnez-lui le micro. C'est aussi une autre source pour faire le biocharbon à côté du TIFA, parce qu'il y a une jeune start-up basée à Ziguinchor et dont le promoteur a récemment gagné le concours interuniversitaire sur les énergies renouvelables de 2018. Donc il a bénéficié de ce premier prix, donc il a commencé à produire, sauf que sa production n'est pas assez conséquente pour alimenter la demande. Donc du coup, le marché reste encore ouvert. Donc c'est à base de coque d'arachide. Certains utilisent aussi les résidus d'anacarde aussi pour faire ce charbon-là. Donc il y a... Quoi comme résidu d'anacarde quand on a cassé la noix d'anacarde? Oui, tout à fait. Ça doit être très énergisant. Mais pendant qu'on y est aussi, récupérer nos déchets, là, nos ordures. Quelqu'un dirait que c'est de l'ordure. Vous ne pouvez pas en faire il n'y a pas une partie en triant d'où vous pouvez tirer du charbon ou bien? Oui. Allez-y, Babacar. Bonjour. Je voulais ajouter quelque chose par rapport au lien qu'ils ont eu à utiliser. Donc, je voulais juste faire une suggestion. Les bouteilles de Kirène là et les sachets, ils peuvent constituer un très bon lien. Je ne sais pas si ce sera. Ça constitue un très bon lien avec vos feuilles, mais c'est un lien. Donc, je voulais faire une suggestion que vous utilisiez cela. Est-ce que ça risque pas d'être toxique si on fait brûler ou bien? Moi, j'ai il y a une partie de là-dessus, quoi, parce que ce sont des éléments plastiques. Donc, une fois que ça entre en combustion, les gaz y en émanent. Donc, du coup, la personne qui est autour du feu risque d'avoir à la longue peut-être un cancer du poumon, on ne sait jamais. Non, il est de l'autre groupe. Il veut saboter votre projet. Vous comprenez? Mais... Hein? Non, c'est son intention. Il n'y a pas d'autre chose. Hein? Monsieur, par rapport à ça, j'ai vu des gens qui sont en train de créer aujourd'hui des pavés et qui utilisent les bouteilles là comme des liens. Mais ils ne les brûlent pas. Si, ils le brûlent en quelque sorte. Ils les font fondre. Voilà, ils font fondre ça. Oui, si vous le faites fondre aujourd'hui, est-ce que vous pouvez que ce n'est pas toxique? Même si on met dans une marmite, moi je ne sais pas, mais je suppose que ça va dégager quand même des gaz qui vont être toxiques. Il y a une certaine toxicité qui se dégage, effectivement. Vous êtes là pour nous empoisonner, on a compris. Non, même pas. D'accord. Donc le troisième groupe, on a notre projet. Hein? Donc en fait, c'est recycler des déchets de plantes pour en faire du charbon, mais aussi l'aspect compost, vous n'en avez pas parlé. C'est quoi alors? Toujours dans le même projet, vous allez faire quoi? Donnez-lui le micro à Madame Sarr. Oui. Ou un autre membre du groupe. Hein? Qui est ça? Mais Samuel, allez-y. Oui. Bonjour tout le monde. Comme vous le savez tous, le compost est très utile dans le domaine de la production végétale. Donc, s'ils réussissent à nous faire sortir le compost, on peut vendre ça aux fermiers, aux gens qui feront la production végétale. Et
ça serait un produit très bio par rapport aux engrais chimiques. D'accord. Mais comment on va faire alors? On a besoin de savoir comment on fait. Je lui rends le micro, c'est à elle de nous expliquer. Ah bon. En fait, on avait pensé parmi les déchets qu'on allait collecter, on va utiliser une partie pour faire la méthanisation. Qu'est-ce que c'est méthanisation? Nous, on est vraiment des incultes. Hein? Ils vont nous... La production de biogaz. De biogaz, comment on va faire? Bon, on va mélanger, on va voir parmi les déchets. Vous mélangez déchets. les plantes. Parce que parmi les déchets, il y en a qui sont adaptés à la production de biogaz en fonction de leur teneur en humidité et d'autres qui sont beaucoup plus adaptés à la production directe de charbon. Si c'est trop humide, on préfère faire le biogaz. Donc vous allez trier. Oui. Vous avez des plantes que vous destinez au compost et vous avez des plantes que vous destinez au charbon. En fait, c'est le digestat du biogaz qu'on va utiliser comme vous avez compost. Décidé de nous perdre encore. Le digestat du biogaz. C'est le produit du biogaz. Il y a un produit qui ne sera pas utilisé. Et ce produit-là qu'on va prendre pour le compost. D'accord. Mais jusqu'à présent, vous ne nous dites pas comment vous partez de votre plante pour arriver donc à la production de gaz. D'accord. Donc pour la production de gaz, déjà, on va chercher des biodigesteurs. On les vend un peu partout à l'extérieur. On peut en acheter un. On va voir dans notre documentation les types de plantes, les mélanges qu'on peut faire entre les plantes. J'en ai lu quelques documents. Et on va ajouter de l'eau et on va connecter à un collecteur, un ballon collecteur pour collecter le gaz. Après, on va voir si on doit utiliser ça en interne, le gaz, ou bien si on doit le vendre dans les familles qui sont proches. D'accord. Mais tout à l'heure, vous aviez parlé, c'est pas vous, de bouse de vache? Oui. Est-ce que ça, on ne peut pas l'utiliser aussi pour la méthanisation? Oui, on peut l'utiliser pour la méthanisation. D'accord. Je sais qu'à la Serras, ils ont une expérience comme ça. Et donc, oui, j'ai monsieur avant vous. Hein, vous vouliez prendre la parole? Vous avez déjà le micro. Et comme l'autre est un serrère, vous parlez avant. Allez-y. Oui, bonjour. Comme le projet est très intéressant, en fait, je voulais juste leur faire un approfondissement. La noix d'acajou, comme l'a si bien dit mon confrère, est très prisée par les Indiens. Ils viennent là-bas, durant la période, ils récupèrent les noix. En fait, ils emportent tout. Arrivés là-bas, ce qui fait fonctionner leur usine. En fait, au lieu d'utiliser le charbon... Arriver là-bas, ça veut dire quoi? Ils exportent en Inde tout. Arrivés en Inde, au lieu d'utiliser le charbon industriel, ils utilisent la coque de la noix d'acajou. C'est ce qui fait fonctionner leur usine. Et en plus, prendre aussi le pépin et aussi utiliser ça comme source de nourriture. En fait, de l'huile en fait. Voilà. Pour le projet... Faire de l'huile de noix d'acajou. Oui, ils en font de l'huile. Cette huile-là sert à quoi? Elle est consommable? Elle est consommable, elle est consommable, oui. Et en fait, tu sais, la noix d'acajou, elle produit un gaz. Puis par exemple, les gens qui ont déjà cuit une noix d'acajou, qui l'ont déjà brûlée, tu vois carrément que ça, voilà, ça prend feu en injectant un petit liquide. Voilà, donc pour le projet, comme ils disent biogaz, c'est un truc qui serait très intéressant pour le projet. Oui, mais où est-ce qu'ils vous ont trouvé ça? Vous dites que les Indiens emportent tout. Mais bien sûr, si eux, ils en font un projet, ils pourront comment dirais-je, ils pourront peut-être faire chasser les Indiens. Chasser les Indiens. Ah, si eux, le projet... Vous êtes le cow-boy et les Indiens vous tirez dessus. Bravo. Mais pourquoi pas? Si le marché marche, j'en prends de l'ampleur. Peut-être que ça pourra empêcher aux Indiens de venir. Ils peuvent acheter donc des noix d'acajou. Voilà, eux, ils peuvent acheter et transformer la noix d'acajou. Et en faire du charbon. Qu'est-ce qu'ils vont faire de la pulpe? Vous achetez seulement les noix ou vous achetez le fruit entier? Non, tu achètes la noix seulement. Il y a beaucoup de magasins en Ziguinchor que les Chinois empruntent pour stocker les noix. Chinois ou Indiens? Les Indiens, pour stocker les noix. Et en fait, après la récolte, après, voilà, Et vous pensez qu'il est possible de concurrencer les Indiens sur ce plan-là?
Si le projet est bien en place et que l'État les soutient, l'État les soutient. Est-ce que l'État va les soutenir? Ouais, non, je crois que c'est un problème sérieux quand même. Hein. Aujourd'hui, les Indiens ont pris pied dans ce domaine-là. Ils ont des entrepôts, ils ont des démarcheurs, ils ont des collecteurs. Ils ont des terres en plus. Vous avez été aussi négligent jusqu'à ce qu'ils prennent vos terres. C'est grave ça. Oui, Babacar. Bonjour tout le monde. Moi, par rapport à ce qu'il a dit, je pense que par rapport aux autres, aux Indiens même, ils n'amènent pas tout. Ils font des tris. Parce qu'actuellement, ils ont commencé à faire des tris par rapport à ça. Ils peuvent aussi travailler avec eux en collaboration. Donc, eux, ce qu'ils trient, parce qu'il y a une qualité qu'ils recherchent eux. Donc, les autres, eux, comme leur projet est basé plus sur la coque, donc ils peuvent racheter encore les qui n'ont pas. Donc, les Indiens trient et n'amènent pas toutes les noix. Il y a des déchets qu'ils n'exportent pas. Donc, vous leur suggérez de racheter les sous-produits donc de la collecte des Indiens pour faire pour utiliser les noix. Les noix, oui. Pourquoi pas? Monsieur Diouf. Oui, monsieur. Bon, le projet du groupe 3 touche un peu mon projet. Mon projet, c'est... Nous, on ne connaît pas votre projet. Hein? Non, ce n'est pas tout à fait le même, mais c'est à peu près le même processus. C'est une méthanisation à la ferme. Il paraît même qu'ils ne veulent pas de vous comme partenaire. C'est ce qu'ils viennent de dire. Donc, c'est une méthanisation à la ferme. Donc, eux, c'est pour en faire peut-être du charbon, etc. Moi, le but de mon projet, c'est de produire de l'électricité, du biogaz, mais aussi de l'engrais bio, de la chaleur et aussi du carburant. Et tout ça, ils le font, vous le faites, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, comment le processus, on va en faire de l'engrais, c'est que la matière organique, quand elle est dans le digesteur, il suit un processus. Il passe d'abord par la phase de l'hydrolyse, d'acidogénèse et de méthanogénèse. C'est-à-dire, ça se produit, ça va... Vous avez décidé de les enfariner pour leur dire que vous ne connaissez rien de votre projet. Est-ce que vous lui ouvrez la porte? Vous le recrutez, employé, taillable et corvéable à merci. Hein? Un contrat à durée déterminée. Voilà. Il n'y a qu'un contrat à durée déterminée. C'est mon projet. Donc, vous livrez vos connaissances, on vous paye et vous partez. Mais monsieur, il est sous la responsabilité. On prend son nom. Il est sous la responsabilité. Ah, il y a un autre conflit en perspective. Son groupe dit qu'il est sous leur protection et qu'il faudra négocier avec le président du groupe pour qu'il vous vende le brevet. Mais maintenant, eux, ils se sont limités seulement à la production du biogaz et du charbon. Bon, hein? Et du compost. Moi, c'est beaucoup plus. Donc, il y a de l'électricité, il y a du carburant, il y a aussi de la chaleur. Donc, les présidents des deux groupes n'ont qu'à se rencontrer pour négocier l'achat de brevets. Mon élément est sûr. Votre élément est sûr. Et alors, vous voulez monter un deuxième projet? Je peux. Mais madame. Mais vous... Ah bon, ils n'ont qu'à payer. Oui. Je peux, monsieur, en fait. Monsieur le Président, veuillez vous rapprocher de votre homologue, Madame la Présidente, pour négocier l'achat de brevets. Monsieur. Oui, mais je veux dire, je maintenant, peux rester dans le groupe 2, mais en même temps, bon, de servir un peu de caution.
Babacar dit. Oui, je reste dans le groupe 2. Babacar dit Mais qu'il n'est pas libre, de ses agissements. Il est dans le groupe. Nous ne sommes pas d'accord. Donc il ne peut pas vendre. Il ne peut pas donc vendre son savoir. Il faudra que le groupe l'exploite, vende son savoir et lui reverse un petit quelque chose. Voilà. Madame la Présidente et Monsieur le Président, négociation après. Hein? Allez-y, vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, d'accord. Maintenant, tout est au point. Groupe 1, est-ce que vous pouvez faire un petit cercle? Qui est le président encore? Oui, Maodo Malik. Hein? Vos chaises peuvent tourner, hein? Vous vous regroupez. Groupe 2 par là, groupe 1 par là, et on commence à travailler. Je vais vous dire exactement quel va être le séquentiel. On y va? Un projet d'abord, il a un nom. C'est ce qu'on appelle une raison sociale. Alors, entendez-vous, pour mettre... Comment? Ah d'accord. Donnez à... Comment vous vous appelez? Rokhaya comment? Diop, hein? Mettez ici, Rokhaya Diop. Donc, il faut vous entendre sur le nom de votre projet. Ça, c'est une chose. C'est ce qu'on appelle la raison sociale. Quand je dis c'est ce qu'on appelle une raison sociale. Hein? Donc, ça peut être banalement Société sénégalaise de production de charbon bio ou quelque chose comme ça. Ou ça peut être charbon Seine, ça peut être... En tout cas, vous devez vous entendre sur ça. Donc, pour tout le monde, on a d'abord le nom du projet. Ensuite, quel est l'objet? L'objet, vous allez dire, nous allons fabriquer du charbon à partir de... Donc, vous décrivez l'objet. Hein? Maintenant, quels sont les produits ou services que vous allez offrir? Vous nous avez dit que vous allez offrir plusieurs produits et services. Il y a le charbon, vous avez aussi production de méthane, si j'ai bien compris, production de compost. Donc, vous avez la raison sociale, le nom du projet, l'objet du projet, les produits et services que vous allez offrir, et ensuite, posez-moi des questions en ce qui concerne le cadre juridique. Vous savez qu'on parle d'entreprises individuelles, de GIE, de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés anonymes. Si vous devez choisir un cadre juridique, posez-moi des questions sur le cadre juridique, quelles sont les conséquences. Le choix d'un cadre juridique a nécessairement des conséquences fiscales aussi sur l'impôt. Et vous devez, là, on entre vraiment dans le droit donc, des sociétés. Si vous devez recruter du personnel, vous savez aussi qu'il y a là un droit qui s'applique. Contrat de travail, législation du travail, contrat de stagiaire, contrat de prestataire de service, contrat d'employé à durée déterminée, à durée indéterminée. On va profiter de l'exercice pour justement nous poser des questions de cette nature-là. Maintenant, on arrive à l'aspect marché. Quels sont les produits et services que vous allez offrir? Quels sont les réseaux de distribution? Où est-ce que vous allez vendre ou comment vous allez vendre vos produits? Est-ce que vous prenez note là? Hein? C'est un canevas méthodologique. Hein? Donc, marketing, quel produit, service, quel réseau de distribution? Maintenant, il faut vous entendre aussi sur le prix. Le prix, c'est d'abord ce que ça coûte. Le prix, c'est aussi ce que les concurrents font. Il vous faut rester concurrentiel. Et on vous a dit aussi que le prix a parfois une connotation d'usage. Il y a une valeur qui est consacrée par l'usage. Mais aussi, il faudra communiquer sur votre projet. Hein? Dorénavant, vous avez l'alternative de vous servir de charbon bio, ceci ou cela. Et ensuite, combien ça va coûter? Hein? Il vous faut donc un ensemble d'éléments logistiques. Il faut peut-être un terrain, il vous faut un four, il vous faut ceci, il vous faut un véhicule.
vous allez nous donner une structuration de coûts. Quand vous avez l'ensemble de ces coûts, vous savez aussi que cela ne suffit pas. Les coûts d'investissement physique, il y a les coûts d'exploitation. Là, la matière première, vous nous avez dit qu'elle est gratuite, mais il faudra la collecter. Donc, elle coûte quelque chose. Il vous faut acheter du liant, ça coûte quelque chose. Si vous avez du personnel que vous recrutez, il faudra les payer. Donc, il y a des charges d'exploitation. Et quand on dit charge d'exploitation, à côté, ça veut dire qu'il y a un chiffre d'affaires. Quand vous faites travailler des gens, vous avez des charges, c'est après pour vendre. Donc, il faudra nous dire quel est le chiffre d'affaires projeté. Et ensuite, maintenant, on va parler de rentabilité. Eh bien, vous avez des prix de revient, vous avez des prix de vente par rapport à divers produits et services. Vous allez nous dire, voilà ce que ça laisse comme marge pour la rentabilité. Si on emprunte de l'argent, on sera capable de rembourser ou pas. Est-ce que c'est clair? Hein? Vous pouvez régulièrement me poser des questions, mais ce que je souhaiterais, c'est que, en fait, on ait un canevas sur cette base-là, et quand demain, on va avancer aussi sur le propos, et mercredi, quand moi je vous présenterai un cadre de business plan, vous allez mettre tout ça dans un business plan et donc venir le présenter. D'accord? L'objet, vous définissez ce que vous allez faire. Nous allons collecter des déchets de plantes pour les transformer en charbon bio. Donc, vous nous dites que vous les faites en les faisant carboniser dans un four traditionnel et en ajoutant un liant qui permet donc de durcir et pour arriver au charbon final. En plus de ça, nous allons aussi faire donc, de la fermentation de ces plantes pour avoir du compost et pour aussi fournir du gaz méthane, c'est ça? Donc voilà en fait, décrire le process que vous allez faire. Maintenant, quels sont les produits que vous offrez? Vous nous dites charbon bio, compost et méthane. Quel réseau de distribution? Dans quel réseau de distribution vous allez les vendre? Il faut que vous identifiez les clients intéressés et vous nous dites dans quel réseau de distribution vous allez les vendre. Quel prix? Il faudra nécessairement que vous ayez un plus par rapport au charbon traditionnel. Est-ce que dans la capacité à cuire ou à réchauffer, vous avez la même capacité que le charbon traditionnel? Si c'est ça par rapport au prix, est-ce que vous êtes plus économe? Est-ce qu'il est plus intéressant d'acheter le charbon traditionnel à tel prix que d'acheter votre charbon à tel prix? C'est bon. Ça commence à être clair. Vous avez un canevas méthodologique. Raison sociale. Comment s'appelle le projet? C'est un projet de mise en place d'une entreprise. Non, ça c'est l'objet. Raison sociale. Nous m'outoudou. Gawe. Gawe. D'accord. Donc là, vous allez vous entendre sur le nom. Ça s'appelle raison sociale. L'objet, c'est ce qu'elle avait commencé à décrire. Les produits que vous allez sortir. Hein? Donc, j'ai donné un séquentiel, il faut reprendre. Quelque part maintenant, il faudra expliquer s'il vous plaît, il faudra aussi expliquer le process. Hein? Comment vous faites votre charbon, comment vous faites votre méthane, mais ici aussi, à partir de ces composantes-là, comment vous arrivez à faire votre aliment de poisson. Et vous avez décidé aussi de sortir de l'opportunité aliments de poisson pour élargir à d'autres. Là, peut-être, il y a un côté recherche-développement que vous allez appuyer quand même. En termes de coûts et tout ça, vous nous donnez les éléments. C'est ce qu'on appelle une fiche synoptique d'un projet. Quand vous présentez un projet à un décideur, il ne va pas lire tout le projet. Hein? Il y a donc un coup d'œil pour dire comment s'appelle le projet, qu'est-ce qu'ils veulent faire, quels produits et services, en direction de quel marché, quel réseau de distribution, quel prix, quelle stratégie de communication, combien coûte le projet, quelles sont les charges d'exploitation, quelle est la rentabilité qu'on peut en attendre. Il regarde, dit du haut, je crois que ça c'est intéressant. Un tel, étudiez-moi le projet, faites-moi une note.
Le décideur, il s'arrête toujours en général à la fiche synoptique de votre projet. Donc quand vous avez un projet, en général, vous avez une page de garde. Donc vous avez dit Keur Gaoué. Bon, si tout le monde adopte, on a projet Keur Gaoué. Il ouvre, donc à la limite, vous avez un avant-propos. Dans le cadre du programme PSEJ, le groupe donc constitué de tant de personnes a décidé de s'investir dans tel domaine. Le document qui vous est soumis est un document, donc est un business plan ou un rapport de business plan pour présenter le projet, donner des éléments de marché, donner la structuration financière, montrer la stratégie de financement et donc donner des perspectives de rentabilité. C'est bon ?